Mon fils m'a abandonné en maison de retraite. Une semaine plus tard, la veuve patronne a gagné à la loterie. Bon retour et profitez de l'histoire. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie se terminerait ainsi. Le couloir était silencieux, trop silencieux. Ce genre de silence qui n'apporte pas de réconfort mais qui étouffe. La télévision dans la salle commune bourdonnait avec des jeux télévisés que personne ne regardait vraiment. Jeannine Moreau était assise près de la fenêtre. La même fenêtre où elle s'était assise chaque jour depuis que son fils l'avait déposée et avait promis « Juste pour un petit moment, maman », jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Mais les choses ne se stabilisent jamais quand les gens veulent vous voir disparaître. À 68 ans, Jeannine avait seulement fait sa valise avec quelques affaires. Elle pensait que c'était temporaire. Elle lui avait tout donné, sa confiance, son argent, son temps. Quand l'entreprise de Nicolas avait failli faire faillite, c'était ses économies d'urgence qui l'avaient sauvé. Quand il avait eu besoin d'aide avec les enfants, c'était elle qui était intervenue. Elle l'avait élevé, soutenu, porté. Et maintenant, il ne répondait plus à ses appels. Les infirmières étaient gentilles, mais elles pouvaient le voir dans leurs yeux. Elles pensaient qu'elle n'avait personne, qu'elle n'était qu'une autre femme oubliée avec un esprit qui s'estompait. Mais son esprit était clair, plus vif qu'elle ne le pensait. Chaque jour, elle écrivait dans son carnet, faisait des calculs, observait des modèles, suivait des numéros. Elle avait toujours cru que la vie pouvait changer en un instant. Et un matin, ce fut le cas. La résidence Les Magnolias, située dans un quartier tranquille de Lyon, était devenue son univers depuis 3 mois maintenant. 3 mois de routine forcée, de repas pris avec des étrangers devenus des compagnons par nécessité, et de longues heures passées à regarder par la fenêtre le parc où les visiteurs venaient voir leurs parents. Sauf que pour Jeannine, ces visiteurs n'existaient pas. Ce matin-là, Madame Thibault, sa voisine de chambre, frappa doucement à sa porte. « Jeannine, c'est l'heure du tirage. Tu viens regarder ?» Jeannine sourit faiblement. Le rituel du mercredi. Le seul moment où la salle commune s'animait véritablement. Quand les résidents se rassemblaient pour regarder le tirage de la loterie nationale. Un rêve collectif, partagé par des personnes qui n'avaient plus grand-chose à espérer. « J'arrive », murmura-t-elle, en prenant son carnet bleu usé. À l'intérieur, des dizaines de combinaisons de chiffres soigneusement notées chaque semaine, depuis près de 40 ans. Les dates de naissance de ses enfants, son anniversaire de mariage, le jour où Pierre, son mari, était décédé, des chiffres qu'il avait façonnés, brisés, construites. Dans la salle commune, les résidents étaient déjà installés, certains dans leurs fauteuils roulants, d'autres avec leurs déambulateurs. Jeannine prit place près de Madame Lambert, une ancienne institutrice de 82 ans qui souriait, rarement, mais qui partageait toujours ses biscuits avec elle. « Vous jouez toujours les mêmes numéros ?» demanda Madame Lambert en observant le carnet de Jeannine. « Toujours, » répondit-elle. « 37 ans que je joue les mêmes chiffres. C'est une promesse que j'ai faite à Pierre. » Sur l'écran, le présentateur s'animait, tenant la machine à boules comme si elle contenait les secrets de l'univers. Pour certains résidents, c'était peut-être le cas. Les boules commencèrent à tourner. Et le premier numéro est 5. Jeannine regarda son carnet. 5, la date de naissance de Nicolas. Le deuxième numéro, 12, l'anniversaire. De son mariage avec Pierre le 12 avril. 19, le jour où sa fille Julie était née le 19 mars. Julie qui vivait maintenant en Australie et qui n'appelait que pour Noël. 27, le jour où Pierre l'avait demandé en mariage. 42, l'âge de Pierre quand il était tombé malade. Et le numéro complémentaire, 10, le mois d'octobre, quand Pierre était parti pour toujours. Jeannine ne cria pas. Elle ne sauta pas. Elle ouvrit simplement son carnet, où la séquence exacte avait été écrite des années auparavant. Elle avait joué les mêmes numéros pendant 37 ans. Elle était l'unique gagnante. Le prix était énorme. Pas des millions, des centaines de millions. Les médias l'apprirent en quelques heures. Des équipes de télévision arrivèrent, aux portes de la maison de retraite. Le personnel resta figé, et soudain, la femme que personne ne regardait 2 fois devint la manchette de l'année. Mais elle ne resta pas. Elle quitta la maison de retraite cet après-midi-là dans une voiture noire discrète. La même infirmière qui la pressait autrefois pendant le déjeuner l'aida maintenant avec son manteau, comme si elle était de la royauté. Le directeur de l'établissement sortit en sueur, lui serrant la main, la suppliant de se souvenir d'eux. Elle ne dit rien.
Elle hocha simplement poliment la tête et s'en alla. Assise dans la voiture luxueuse qui l'emmenait vers un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé possible, Janine regarda par la fenêtre les rues de Lyon défiler. Les mêmes rues où elle avait vécu toute sa vie, où elle avait élevé ses enfants, où elle avait dit adieu à son Pierre. Ces rues qui, jusqu'à aujourd'hui, l'avaient vue disparaître lentement. « Où voulez-vous aller, Madame Moreau ?» demanda le chauffeur. Janine réfléchit un moment. Pas chez son fils, certainement pas. Elle avait une meilleure idée. « Ah, l'hôtel Le Royal, s'il vous plaît. » Le chauffeur hocha la tête, surpris. L'hôtel le plus luxueux de Lyon. Un endroit où Janine n'avait jamais mis les pieds, mais dont Pierre parlait souvent. « Un jour, disait-il, quand nous aurons économisé assez, nous passerons un week-end là-bas, juste toi et moi. » Ce jour était enfin arrivé, mais Pierre n'était plus là pour le partager avec elle. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'entrée majestueuse de l'hôtel, un voiturier s'empressa d'ouvrir sa portière. Le directeur de l'hôtel l'attendait déjà, informé de son arrivée par l'avocat qu'elle avait contacté dès l'annonce de son gain. « Madame Moreau, c'est un honneur de vous accueillir au Royal », dit-il avec une révérence presque comique. Janine sourit poliment. Les nouvelles voyagèrent vite. Hier, elle était une vieille femme invisible. Aujourd'hui, les portes s'ouvraient devant elle comme par magie. « J'aimerais votre meilleure suite, s'il vous plaît, » dit-elle simplement. « Bien sûr, madame. La suite royale est préparée pour vous. » En suivant le directeur à travers le hall somptueux, Janine sentit les regards se poser sur elle. Non pas avec pitié, comme dans la maison de retraite, mais avec curiosité. Qui était cette femme d'apparence ordinaire qui commandait la suite royale? Elle était la femme que tout le monde avait sous-estimée, la femme que son propre fils avait abandonnée. Et maintenant, elle était la femme la plus riche de Lyon. Dans sa suite, une fois seule, Janine s'assit sur le lit king-size et pleura pour la première fois depuis l'annonce. Non pas de joie, mais de soulagement, de libération. Pendant des décennies, elle avait vécu pour les autres, pour Pierre, pour ses enfants, pour son fils ingrat. Maintenant, elle allait vivre pour elle-même. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, bien qu'elle n'ait pas eu de réponse depuis des semaines. Il répondit à la première sonnerie. « Maman ?» La voix de Nicolas semblait inquiète, peut-être même désespérée. Les nouvelles devaient déjà avoir circulé. « Bonjour, Nicolas !» répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « Mon Dieu, maman, j'essayais de te joindre. J'ai vu aux informations. C'est vrai? Tu as gagné ?» Janine ferma les yeux un instant. Bien sûr qu'il appelait maintenant. « Oui, Nicolas, j'ai gagné. » Un silence, puis « Je suis tellement heureux pour toi, maman. Je voulais justement te dire que j'allais venir te chercher ce week-end. La maison est enfin prête pour t'accueillir. La maison. Cette même maison qui n'était soudainement plus trop petite pour elle. Cette maison où il n'y avait pas assez d'espace quand elle avait besoin d'un toit après avoir vendu le sien pour sauver l'entreprise de son fils. « Ce ne sera pas nécessaire, dit-elle doucement. Je suis très bien installée. Mais maman, tu ne peux pas rester dans cette maison de retraite maintenant, avec tout cet argent. Pense aux arnaques, aux gens qui vont essayer de profiter. »« De toi. »« Des gens comme toi, pensa-t-elle, mais elle garda cette réflexion pour elle. « Je ne suis plus à la résidence Les Magnolias, » répondit-elle simplement. « Et j'ai déjà engagé un avocat pour gérer mes affaires. » Un autre silence, plus long cette fois. « Je comprends, mais on pourrait au moins dîner ensemble ce soir. Avec les enfants, ils parlent de toi constamment, tu sais. » Ces mêmes petits-enfants qui n'avaient pas été autorisés à lui rendre visite à la maison de retraite. Ces enfants dont les appels vidéo promis n'étaient jamais venus. « Pas ce soir, Nicolas. J'ai beaucoup à faire. »« Maman !» Sa voix se brisa légèrement. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous sommes une famille. » Janine regarda par la fenêtre de sa suite, avec vue sur le Rhône scintillant sous le soleil de l'après-midi. Une famille. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Certainement pas l'abandon quand les choses deviennent difficiles. « Nous parlerons plus tard, Nicolas. J'ai un rendez-vous. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse protester. Sur la table basse devant elle, une bouteille de champagne dans un seau à glace attendait, avec une note du directeur. « Pour célébrer votre bonne fortune. » Janine versa une coupe et leva son verre vers la fenêtre, vers le ciel où Pierre la regardait peut-être. « À nous, mon amour, » murmura-t-elle, « et à notre nouvelle vie. » Car même à 68, une nouvelle vie pouvait commencer. Elle le savait maintenant avec certitude.
Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Une semaine s'était écoulée depuis que Janine avait quitté la résidence Les Magnolias. Une semaine de transformation complète. Après 3 nuits au Royal, elle avait emménagé dans un appartement temporaire luxueux dans le quartier d'Ainay, le temps de trouver une demeure permanente. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, conseiller financier, et bien sûr son fils Nicolas qui appelait au moins 5 fois par jour. Elle avait finalement accepté de le rencontrer dans un café discret près de la place Bellecour, un lieu public comme l'avait suggéré Meubonnet, son avocate nouvellement engagée. Les émotions peuvent être intenses dans ces situations, avait-elle expliqué avec une sagesse qui reflétait ses 30 ans de carrière. Un lieu public aide à maintenir les conversations civiles. Janine arriva en avance, vêtue d'un tailleur beige simple mais élégant, acheté lors d'une brève séance de shopping sur la rue du président Édouard Herriot. Les vendeurs, qui l'auraient à peine remarqué il y a 2 semaines, se précipitaient maintenant pour la servir, reconnaissant son visage des journaux. La fortune changeait tout, même la façon dont le monde vous voyait. Nicolas arriva avec 10 minutes de retard, essoufflé et visiblement nerveux. Il avait les traits tirés, ses yeux bleus, identiques à ceux de Pierre, cernés de fatigue. « Maman », dit-il en se penchant pour l'embrasser sur les 2 joues. Elle resta droite, acceptant le geste sans y répondre. « Tu as l'air différente. »« Bonjour, Nicolas », répondit-elle simplement en lui indiquant la chaise en face d'elle. Un serveur apparut immédiatement. Nicolas commanda un café serré, Janine un thé vert. « Comment vas-tu » demanda-t-il maladroitement, comme s'il parlait à une étrangère. « Très bien, répondit Janine. Et toi, l'entreprise » Nicolas se tortilla sur sa chaise. Son entreprise de développement immobilier, sauvée plusieurs fois par les tasses économies de Janine, puis par la vente de sa maison familiale. « Ça va. Les choses sont un peu compliquées en ce moment, mais ça s'arrangera. » Janine hocha la tête, sans offrir d'aide. Le silence s'installa entre eux, lourd et inconfortable, jusqu'à ce que leur boisson arrive. « Maman, » commença finalement Nicolas, sa voix plus douce, « je sais que tu dois être en colère. Je comprends. J'ai fait ce que je pensais être. Le mieux pour toi à ce moment-là. La maison était vraiment trop petite, avec Sophie et les enfants. Je n'ai pas besoin d'explications, Nicolas, » l'interrompit Janine. « Ce qui est fait est fait. » Nicolas la regarda, surpris par son ton ferme. La Janine d'avant, celle qui cédait toujours, qui comprenait toujours, qui pardonnait toujours, semblait avoir disparu. « Tu me manques, » dit-il enfin. « Les enfants demandent où est leur grand-mère. Alexis a fait un dessin pour toi. » Il sortit une feuille pliée de sa poche. Un dessin enfantin d'une famille. Un papa, une maman, 2 enfants et une figure plus petite avec des cheveux gris. La grand-mère placée à l'écart. Janine regarda le dessin, puis son fils. « Sanx, tu leur as dit où j'étais pendant ces 3 mois? Tu leur as expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas voir leur grand-mère » Nicolas baissa les yeux. « C'était compliqué. Je leur ai dit que tu avais besoin de soins spéciaux, que tu étais dans un endroit où des personnes gentilles s'occupaient de toi. » Et c'était vrai, dit Janine doucement. Mais ce n'était pas nécessaire. J'aurais pu vivre seul. J'aurais pu louer un petit appartement avec mes maigres économies restantes. Mais tu as insisté sur cette maison de retraite. Le médecin avait dit que j'avais besoin de compagnie, pas d'être enfermé, coupa Janine. Ma tension artérielle était élevée parce que je m'inquiétais pour toi, pour ton entreprise, parce que j'avais vendu ma maison, tous mes souvenirs avec ton père, pour te sauver encore une fois. Nicolas passa une main sur son visage. Je te dois tout, maman, et je veux te rembourser, te donner une place chez nous. Maintenant ou même avant tout ça. J'allais venir te chercher ce week-end, vraiment. Janine sourit tristement. Après 3 mois sans nouvelles, il n'avait pas de réponse à cela. « Nicolas, » dit-elle en posant sa main sur la table, près de la sienne sans la toucher, « je ne suis pas en colère contre toi, je suis déçu profondément. Mais surtout, je suis triste que notre relation se soit réduite à ça, de l'obligation d'un côté, de la culpabilité de l'autre. Ce n'est pas... » « Laisse-moi finir, s'il te plaît, » dit-elle fermement. « Je ne vais pas te punir. Je ne vais pas te déshériter. Mais je ne vais pas non plus prétendre que tout va bien et revenir comme si rien ne s'était passé. » Nicolas la regarda, confus. « Alors,
Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Janine prit une gorgée de son thé avant de répondre. Je vais vivre, Nicolas. Pour la première fois depuis la mort de ton père, je vais vivre pour moi. Je vais voyager peut-être, rencontrer des gens, faire des choses que j'ai toujours remises à plus tard. Et peut-être, avec le temps, nous pourrons reconstruire quelque chose d'authentique entre nous. Pas basé sur l'argent ou l'obligation, mais sur le respect mutuel. Nicolas resta silencieux un moment, digérant ses paroles, puis il hocha la tête lentement. « D'accord, dit-il finalement. Je comprends. Mais les enfants, ils peuvent te voir ?» Janine sentit son cœur se serrer. Alexis et Léa, ses petits-enfants de 7 et 5 ans, les victimes innocentes de cette situation. « Bien sûr, répondit-elle, je ne les punirai jamais pour les erreurs des adultes. Tu peux les amener ? Ce samedi, nous irons au parc, peut-être au zoo. » Le visage de Nicolas s'éclaira pour la première fois. « Merci, maman. Ils seront tellement heureux. » Janine termina son thé et se leva. « Je dois y aller maintenant. J'ai rendez-vous avec Meubonnet pour organiser certaines choses. » Nicolas se leva aussi, maladroitement. « Des choses? Quelles choses? »« Une fondation, » répondit Janine. « Au nom de ton père, pour aider les personnes âgées abandonnées, surtout celles placées dans des maisons par leurs propres enfants. » Nicolas pâlit visiblement, mais hocha la tête. « C'est bien. Papa aurait aimé ça. » « Oui, » dit Janine avec un petit sourire. « Pierre aurait aimé ça. » Elle s'apprêtait à partir quand Nicolas lui prit doucement le bras. « Maman, l'entreprise est vraiment en difficulté. J'ai des dettes importantes. Je ne te demande pas d'argent, mais peut-être un prêt, juste pour passer ce cap difficile. » Janine le regarda longuement. Certaines choses ne changeraient jamais. « Parle à Meubonnet, » dit-elle finalement. « Elle évaluera ta situation et déterminera un plan approprié. Je n'interviendrai pas directement. » Le visage de Nicolas se décomposa. « Tu ne me fais plus confiance. »« Non, » répondit-elle honnêtement. « Pas en ce qui concerne l'argent. Pas encore. Mais peut-être qu'un jour ça reviendra. » Elle l'embrassa légèrement sur la joue et sortit du café, sentant un poids étrange dans sa poitrine. Un mélange de tristesse et de libération. Elle avait toujours cédé, toujours aidé, toujours sacrifié. Aujourd'hui, pour la première fois, elle avait dit non. Et curieusement, malgré la douleur, cela semblait juste. Dans la rue ensoleillée de Lyon, Janine prit une profonde respiration. L'air semblait différent maintenant. Plus léger, plus riche en possibilités, son téléphone vibra dans son sac. Un message de Julie, sa fille d'Australie. Depuis l'annonce, Julie appelait quotidiennement parlant soudain de projets de visite, de temps à rattraper. Janine lui avait poliment rappelé que l'aéroport de Melbourne fonctionnait dans les deux sens, et ce depuis des années. Le message disait simplement « J'ai réservé un vol pour la semaine prochaine, juste moi, pour parler, si tu veux bien. » Janine sourit. Peut-être qu'il y avait de l'espoir, après tout. Pas à cause de l'argent, mais parce que parfois, les bouleversements de la vie créèrent l'espace nécessaire pour que les vérités éclatent enfin. Elle tapota une réponse. « Tu seras toujours la bienvenue, ma fille. Nous avons beaucoup à nous dire. » Puis elle rangea son téléphone et continua sa route vers le cabinet de Meubonnet, les yeux rivés non pas sur le passé, mais sur l'avenir qu'elle était enfin libre de créer. Oh, comme c'était bon d'être libre. Le bureau de Meubonnet se trouvait au dernier étage d'un immeuble haussmannien sur les quais de Saône. La vue y était spectaculaire. La rivière scintillait sous le soleil d'après-midi, tandis que la basilique de Fourvière dominait majestueusement la colline opposée. C'était le genre d'endroit où Janine n'aurait jamais imaginé mettre les pieds il y a encore quelques jours. Madame Moreau l'accueillit Meubonnet en se levant de son bureau. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, coupés courts, vêtue d'un tailleur-pantalon gris anthracite. « Comment s'est passée votre entrevue avec votre fils ?» Janine s'installa dans le fauteuil en cuir que lui désignait l'avocate. « Aussi bien que possible, je suppose. Il a fini par me demander de l'argent pour son entreprise. » Meubonnet eut un petit sourire qui n'avait rien de surpris. Prévisible. Et que lui avez-vous répondu? Que vous évalueriez sa situation. Excellent, approuva l'avocate en s'asseyant en face d'elle. C'est précisément ce qu'il fallait faire. Il est essentiel de maintenir une distance professionnelle pour ce genre de questions désormais. La dynamique familiale peut être complexe quand de grosses sommes d'argent entrent soudainement en jeu.
Janine hocha la tête. En 3 jours, elle avait développé un profond respect pour cette femme au franc-parler et à l'intelligence vive, qui traitait son cas avec un mélange parfait d'efficacité professionnelle et d'empathie. J'ai commencé à préparer les documents pour la fondation, comme vous l'avez demandé, continua Meubonnet en lui tendant un dossier. La fondation Pierre Moreau pour la dignité des aînés. J'ai inclus une ébauche des statuts et des missions que nous avons discutées. Prenez votre temps pour les examiner. Janine ouvrit le dossier, passant en revue les pages soigneusement préparées. L'idée de cette fondation lui était venue dès la première nuit au Royal, alors qu'elle repensait au visage de ses compagnons de la résidence Les Magnolias. Des personnes comme Madame Lambert, l'ancienne institutrice qui n'avait jamais de visite, ou Monsieur Reynaud, un veuf de 85 ans dont les enfants vivaient à l'étranger et qui passait ses journées à attendre des appels qui ne venaient jamais. « C'est parfait », murmura-t-elle en parcourant les objectifs de la fondation. Améliorer les conditions de vie des personnes âgées en maison de retraite, financer des programmes de visite et d'accompagnement, créer des espaces de vie alternatifs pour les seniors autonomes mais isolés. Nous pouvons commencer avec un capital initial de 5 millions d'euros, suggéra Meubonnet. Cela vous laissera amplement de quoi vivre confortablement et investir pour votre avenir, tout en donnant à la Fondation les moyens de démarrer sérieusement ses activités. Janine releva la tête, surprise. 5 millions? C'est un montant standard pour ce type de structure. Bien sûr, vous pouvez toujours l'augmenter plus tard si... Non, interrompit doucement Janine. Je veux commencer avec 20 millions. Meubonnet la regarda un moment en silence, puis un sourire appréciateur apparut sur son visage. 20 millions. Très bien. Cela permettra certainement un impact beaucoup plus important dès le départ. Elle prit quelques notes. Avez-vous réfléchi à qui vous souhaiteriez impliquer dans le conseil d'administration? Janine n'avait pas cessé d'y penser depuis 3 jours. J'aimerais proposer à Madame Lambert, de la résidence Les Magnolias. Elle a été directrice d'école pendant 40 ans. Elle a l'expérience de la gestion et un regard lucide sur les besoins des personnes âgées. Une résidente? C'est inhabituel, mais très pertinent, admit Meubonnet. D'autres personnes? Le docteur Faure, le médecin gériatre qui visitait la résidence. Il connaît bien les problématiques médicales des seniors. Et peut-être vous-même? Meubonnet parut surprise. Moi? Vous avez l'expertise juridique et, si je peux me permettre, une intégrité que j'apprécie beaucoup, expliqua Janine. Je vous fais confiance pour veiller à ce que cette fondation reste fidèle à sa mission, même quand je ne serai plus. Là, l'avocate inclina légèrement la tête, visiblement touchée par cette marque de confiance. Ce serait un honneur, Madame Moreau. Je voudrais aussi faire quelque chose de spécial pour le personnel de la résidence, continua Janine. Pas pour la direction, mais pour les aides soignantes, les infirmières, les cuisiniers. Ces personnes travaillent dur pour un salaire minimal. Je voudrais créer un fonds pour améliorer leurs conditions. Meubonnet prit note. Nous pourrions établir un programme de primes ou de bourses d'études pour leurs enfants. Cela aurait un impact durable. Janine hocha la tête, approuvant l'idée. Exactement. Et pour les résidents actuels, je voudrais offrir des sorties, des concerts, des expériences qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir vivre à leur âge. Il faudra coordonner cela avec la direction de l'établissement. Mais c'est tout à fait réalisable, confirma Meubonnet. Maintenant, concernant votre situation personnelle, avez-vous réfléchi à votre logement permanent? Janine regarda par la fenêtre vers les toits de Lyon qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Cette ville qu'elle aimait tant, où elle avait vécu toute sa vie. Je ne veux pas d'un château ni d'une villa gigantesque, dit-elle lentement. Juste un bel appartement, spacieux, lumineux, peut-être dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or, avec une chambre supplémentaire pour quand Julie viendra d'Australie, et une autre pour les petits-enfants, s'ils viennent dormir. Je connais plusieurs biens qui pourraient correspondre, acquiesça Meubonnet. Je vous ferai parvenir une sélection dès demain. Pendant qu'elle discutait des détails, le téléphone de Janine vibra à nouveau. Elle jeta un coup d'œil discret, un message de la directrice de la résidence Les Magnolias, qui l'invitait cordialement à revenir chercher ses affaires restantes et éventuellement partager ses projets avec les autres résidents. Janine sourit intérieurement. Comme les choses avaient changé. La même directrice qui avait à peine le temps de la saluer lors de ses rondes quotidiennes voulait maintenant l'exhiber comme un trophée.
Une dernière chose, dit Janine, en reposant son téléphone. Je voudrais organiser une conférence de presse, pas pour me vanter ou faire étalage de ma fortune, mais pour annoncer la fondation et expliquer ses objectifs. C'est une excellente idée, approuva Meubonnet. Cela permettra de donner le ton et d'éviter les spéculations inutiles. Je peux contacter une agence de relations publiques pour organiser cela dans les règles. Janine hocha la tête, sentant une détermination nouvelle l'envahir. Elle, qui avait toujours été discrète, presque invisible, allait maintenant utiliser cette visibilité soudaine pour une cause qui lui tenait à cœur. En sortant du cabinet, elle décida de marcher un peu le long de la Saône. Le soleil commençait à décliner, jetant des reflets dorés sur l'eau. Des couples se promenaient main dans la main. Des enfants couraient en riant sur les berges. La vie, simple et belle, continuait autour d'elle. Elle s'arrêta près d'un banc et s'y assit, observant ce ballet quotidien avec un regard neuf. Pendant des années, elle s'était sentie à l'écart de cette vie, comme une spectatrice dont le rôle principal était terminé. Après la mort de Pierre, elle s'était effacée, se consacrant uniquement aux besoins de ses enfants, puis de son fils et de son entreprise. « Est-ce que je peux m'asseoir ?» La voix la tira de ses pensées. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et au visage avenant, se tenait devant elle, désignant l'espace libre sur le banc. « Bien sûr, » répondit Janine, se décalant légèrement. L'homme s'assit avec un soupir de soulagement. « Merci. Ses genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Il lui sourit. « Vous venez souvent vous asseoir ici ?» Janine secoua la tête. « Non, c'est une nouvelle habitude. »« Ah, moi j'y viens tous les jours depuis ma retraite. Raymond Dupuis, » dit-il en tendant la main. « Janine Moreau, » répondit-elle en serrant sa main, attendant la lueur de reconnaissance dans ses yeux à l'entente de son nom désormais célèbre. Mais rien ne vint. Juste un sourire paisible et des yeux curieux. « Vous êtes retraité aussi ?» demanda-t-il. Janine rit doucement. « On peut dire ça, j'étais comptable, et vous ?»« Professeur de littérature au lycée Saint-Exupéry pendant 37 ans, » répondit Raymond avec une fierté évidente. « Des milliers d'élèves. Certains m'écrivent encore, vous savez. Une de mes anciennes élèves est devenue écrivaine. Elle m'a dédicacé son premier livre. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans cette conversation simple, dans cette rencontre avec quelqu'un qui ignorait tout de sa nouvelle situation. Juste deux personnes âgées échangeant sur un « banc. Vous aimez la littérature ?» continua Raymond. « J'aimais lire avant, » admit Janine. « Ces dernières années, j'ai perdu l'habitude. »« On ne perd jamais vraiment ces choses-là, » dit Raymond gentiment. « Elles attendent juste qu'on les retrouve. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant le coucher de soleil transformer le ciel en une toile de nuances roses et orangées. « C'est beau, n'est-ce pas ?» murmura Raymond. « Ces moments-là, on ne peut pas les acheter. Même les gens les plus riches du monde ne peuvent pas acheter un coucher de soleil plus beau que celui-ci. » Janine sourit, touchée par cette vérité simple. « Vous avez raison. »« Je vais devoir y aller, » dit Raymond en se levant lentement. « Ma fille m'attend pour dîner, c'est notre tradition du mercredi. »« C'est agréable, » dit Janine, sentant une pointe d'envie pour cette relation qui semblait si naturelle, si simple. « Si vous revenez demain, » ajouta Raymond en ajustant sa veste, « je vous apporterai un livre, un de mes préférés. Peut-être qu'il vous aidera à retrouver le goût de la lecture. »« C'est gentil, mais je ne sais pas si... »« Je serai là à la même heure, » dit-il simplement. « Si vous venez, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. » Et sur ces mots, il s'éloigna d'un pas lent mais régulier, laissant Janine avec une sensation étrange, comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait parlé sans rien attendre d'elle, sans savoir qu'elle pouvait donner ou prendre. Juste pour le plaisir d'une conversation au bord de l'eau, cette nuit-là, dans son appartement temporaire, Janine eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit tournait, passant de Nicolas à Julie, de la fondation à cet étrange Raymond et son offre de livres. La vie, qui semblait si figée il y a encore une semaine, était maintenant en pleine ébullition. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Lyon dormait sous un ciel étoilé. Quelque part là-bas, il y avait son ancienne maison vendue pour sauver l'entreprise de Nicolas. Il y avait la résidence Les Magnolias avec ses résidents endormis dans leur chambre trop silencieuse. Il y avait la maison de son fils où ses petits-enfants rêvaient peut-être d'une grand-mère soudain devenue intéressante. « Qu'aurais-tu fait, Pierre ?» murmura-t-elle à son mari absent. Elle pouvait presque entendre sa réponse avec cette voix grave qu'elle aimait tant.
Suis ton cœur, Janie. Il t'a toujours bien guidé. C'était vrai. Son cœur l'avait guidé toute sa vie. Vers Pierre, puis vers ses enfants, puis vers les sacrifices qu'elle avait faits pour eux. Mais maintenant, où la guidait-il? Vers la liberté peut-être. Vers une nouvelle vie où elle pourrait à la fois aider les autres et se retrouver elle-même. Elle retourna se coucher, et cette fois, le sommeil vint plus facilement. Le lendemain après-midi, presque sans y penser, Jeannine se retrouva sur le même banc au bord de la Saône. Elle s'était dit qu'elle venait juste pour profiter du beau temps, mais au fond, elle savait qu'elle espérait revoir Raymond. Et à 17 heures précises, il apparut marchant lentement le long de la berge, un livre à la main. Un crochet narratif puissant vous tient en haleine. Que contient ce mystérieux livre? Pourquoi Jeannine éprouve-t-elle cet intérêt inattendu pour cet homme? Sa vie, bouleversée par la fortune, pourrait-elle prendre un tournant encore plus surprenant? Le passé ne cesse jamais vraiment de nous suivre. Raymond sourit en la voyant. « Ah, vous êtes revenu. »« Il fait beau, » répondit Jeannine, comme si elle avait besoin d'une excuse. « Oui, le printemps à Lyon est toujours magnifique. » Il s'assit à côté d'elle et lui tendit le livre. « Tenez, comme promis. » Jeannine prit le volume relié de cuir, L'élégance du hérisson, de Muriel Barbery. Elle l'avait entendu mentionner, mais ne l'avait jamais lu. « C'est l'histoire d'une concierge cultivée qui se cache derrière les apparences, » expliqua Raymond. « Elle me fait penser à vous, d'une certaine façon. » Jeannine le regarda surprise. « Vous ne me connaissez pas. »« C'est vrai, » admit-il avec un sourire. « Mais j'ai toujours eu un don pour lire les gens, et vous me semblez être quelqu'un qui a beaucoup plus à offrir que ce que les autres voient. » Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, direct mais respectueux, qui la troublait, comme s'il voyait vraiment la personne qu'elle était, au-delà des apparences. « Merci pour le livre, » dit-elle doucement. « Je vous le rendrai. » Prenez votre temps. Les bons livres demandent une lecture attentive. Ils commencèrent à parler, d'abord du livre, puis de littérature en général, puis de leur vie. Raymond lui raconta ses années d'enseignement, ses élèves préférés, sa femme décédée 5 ans auparavant d'un cancer. Claire adorait. « Cette promenade, » dit-il en désignant la berge, « c'est pour ça que je viens ici tous les jours. C'est ma façon de rester connecté à elle. » Jeannine hocha la tête, comprenant parfaitement ce lien invisible qui persistait après la perte d'un être cher. Pierre aimait jardiner. Pendant des années après sa mort, j'ai entretenu son potager. Je n'avais pas la main verte comme lui, mais c'était important. Puis vous avez vendu la maison, devina Raymond. Jeannine le regarda, surprise. Comment? Savez-vous ça? Raymond eut un sourire embarrassé. En fait, je vous ai reconnu. Votre photo était dans Le Progrès hier. La veuve millionnaire qui va révolutionner l'aide aux personnes âgées, ou quelque chose comme ça. Jeannine sentit son cœur se serrer. Bien sûr, il savait. Tout le monde savait maintenant. Je suis désolé, continua Raymond rapidement en voyant son expression. J'aurais dû le dire tout de suite. Mais vous sembliez apprécier une conversation. Normal et moi aussi. C'est rare à notre âge de faire de nouvelles rencontres sans bagage. Jeannine resta silencieuse, ne sachant pas comment réagir. D'un côté, elle se sentait trompée. De l'autre, elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. « Si vous préférez, je vous laisse tranquille, » offrit-il gentiment. « Vous devez avoir beaucoup de nouvelles amitiés intéressées ces temps-ci. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui la toucha. « Non, » dit-elle finalement. « Restez. Vous avez raison. C'est agréable de parler, normalement. » Raymond parut soulagé. « Alors oublions les articles de journaux. Dites-moi plutôt ce que vous aimiez jardiner avec votre Pierre. » Et c'est ainsi que pendant 1 heure de plus, ils parlèrent simplement, comme 2 personnes se découvrant sans agenda caché. Quand ils se séparèrent, Raymond ne demanda ni son numéro, ni un rendez-vous. Il dit simplement « Peut-être. » « À demain, même heure, même banc ?» Jeannine acquiesça, serrant le livre contre elle comme un trésor. En rentrant à son appartement, elle trouva un message de Julie. Elle arriverait dans 4 jours, et un autre de Nicolas, l'informant, qu'il amènerait les enfants samedi comme prévu. La vie s'organisait, prenait forme autour d'elle. Elle ouvrit le livre de Raymond et commença à lire. Pour la première fois depuis des années, elle se laissa emporter par les mots, oubliant momentanément les tourbillons de sa nouvelle existence. Le lendemain, la conférence de presse fut organisée dans un salon de l'hôtel Sofitel. Des journalistes de toute la France étaient les présents,
attiré par cette histoire inhabituelle d'une femme ordinaire propulsée dans l'extraordinaire. Vêtue d'un tailleur bleu nuit, choisi avec l'aide d'une styliste recommandée par Me Bonnet, Janine s'avança sur l'estrade. Les caméras flashèrent, les micros se tendirent. Elle qui avait toujours fui l'attention se retrouvait sous les projecteurs. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je vous remercie d'être venus. Je m'appelle Janine Moreau, et comme vous le savez probablement, j'ai récemment gagné à la loterie nationale. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Beaucoup d'entre vous s'attendent sans doute à une histoire sensationnelle sur une revanche ou une transformation spectaculaire. La vérité est plus simple. Je suis une femme ordinaire qui a connu des hauts et des bas, comme nous tous. La différence est que maintenant, j'ai les moyens de faire quelque chose d'important. Elle expliqua alors son projet de fondation, sa vision pour aider les personnes âgées isolées, son désir de transformer les maisons de retraite en véritables lieux de vie plutôt que d'attente. La Fondation Pierre Moreau pour la dignité des aînés sera dotée d'un capital initial de 20 millions d'euros, annonça-t-elle, provoquant des murmures dans l'Assemblée. Nous travaillerons avec des experts, des soignants et surtout les personnes âgées elles-mêmes pour définir les besoins réels et y répondre efficacement. Les questions fusèrent, certaines sur la Fondation, d'autres plus personnelles. Comptait-elle changer de style de vie? Allait-elle voyager? Avait-elle pardonné à son fils? Janine répondit avec une franchise tranquille, esquivant habilement les questions trop intrusives, revenant toujours au sujet qui lui tenait à cœur, la dignité des personnes âgées. À la fin de la conférence, un journaliste demanda « Madame Moreau, quel message voudriez-vous transmettre aux personnes qui se sentent oubliées, comme vous l'avez été ?» La question la prit au dépourvu. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Je leur dirai que l'invisibilité n'est pas une fin, que chaque personne, quel que soit son âge, a une valeur intrinsèque qui ne dépend ni de sa productivité, ni de sa richesse, ni de l'attention qu'on lui porte. Et surtout, je leur dirai que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De nouvelles portes peuvent s'ouvrir à tout moment. » Elle pensa à Raymond, à leur rencontre fortuite, au livre qu'elle avait presque terminé en une nuit. Après la conférence, épuisée mais satisfaite, Janine consulta sa montre. 16h30. Elle aurait juste le temps de passer par son banc au bord de la Saône avant de rencontrer les architectes que Me Bonnet avait engagés pour rénover un ancien bâtiment qui servirait de premier projet pilote à la Fondation. En arrivant près du banc, elle vit que Raymond l'attendait déjà. Il lisait un journal et elle reconnut sa photo en première page. « Vous faites la une », dit-il en levant les yeux vers elle. « Apparemment », répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. La veuve millionnaire avec un cœur en or. C'est un peu cliché, mais pas totalement faux, je pense. Janine rit doucement. Les journalistes aiment les belles histoires. Et la vôtre l'est. Elle le regarda. Vous croyez? Absolument. C'est l'histoire d'une renaissance, d'une femme qui transforme l'adversité en opportunité, non pas seulement pour elle-même, mais pour les autres. Janine sentit une chaleur inhabituelle envahir sa poitrine. « J'ai presque fini votre livre, » dit-elle en changeant de sujet. « Il est révélateur. N'est-ce pas, cette idée que nous portons tous des masques, que nous nous cachons derrière des apparences, que, parfois, il faut être invisible, pour observer vraiment le monde, » compléta Janine. Raymond sourit, visiblement ravi de sa compréhension. « Exactement. Mais le vrai défi est de savoir quand enlever le masque. » Janine réfléchit à ces mots. N'était-ce pas exactement ce qu'elle faisait maintenant? Enlever le masque de la femme effacée, docile, qui se sacrifiait sans rien demander en retour. « Je dois partir, dit-elle, après avoir consulté sa montre. J'ai un rendez-vous important. »« Bien sûr, répondit Raymond. Puis, avec une hésitation inhabituelle, « Janine, j'aimerais vous inviter à dîner, pas ici, pas sur un banc. Un vrai restaurant, pour parler de littérature ou de tout ce que vous voudrez. » Elle le regarda surprise. « Comme un rendez-vous ?» Il rit doucement. « À notre âge, on peut encore appeler ça comme ça ?»« Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'en ai pas eu depuis... Eh bien, depuis Pierre. Moi non plus, pas depuis Claire. Mais peut-être qu'il est temps d'essayer à nouveau. Juste un dîner, sans pression. » Janine sentit son cœur battre un peu plus vite. C'était inattendu, mais pas désagréable. « D'accord, un dîner. » Le sourire de Raymond s'élargit. « Samedi soir ?»« Dimanche, » corrigea-t-elle. « Je vois mes petits-enfants samedi. »« Dimanche parfait, acquiesça-t-il.
Je vous enverrai l'adresse. Oh, j'aurai besoin de votre numéro pour ça. » Ils échangèrent leurs contacts et Janine partit pour son rendez-vous, avec une légèreté dans sa démarche qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Avez-vous déjà vécu une renaissance inattendue dans votre vie ou connaissez-vous quelqu'un qui a connu un nouveau départ après un moment difficile? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le samedi arriva rapidement, et avec lui, la visite promise de Nicolas et des enfants. Janine avait loué une voiture avec chauffeur pour la journée, planifiant une sortie au parc de la Tête d'Or, puis au nouveau quartier de la Confluence, avec son musée interactif que les enfants adoreraient. Elle attendait devant son immeuble quand la voiture de Nicolas se gara. Alexis et Léa en sortirent en courant. « Grand-mère !» crièrent-ils à l'unisson. Janine s'agenouilla pour les accueillir dans ses bras, inhalant leur odeur d'enfance, sentant leur petit corps chaud contre le sien. 3 mois sans les voir. Ils lui semblaient déjà plus grands. « Mes trésors !» murmura-t-elle, la gorge serrée par l'émotion. Alexis, 7 ans, se dégagea le premier pour la regarder attentivement. « Grand-mère, c'est vrai que tu es riche maintenant. Papa dit que tu peux acheter un château. » Janine rit ébouriffant ses cheveux. « Je ne vais pas acheter de château, mais oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. »« Cool !» s'exclama-t-il. « Tu peux m'acheter une PlayStation 5 alors ?»« Alexis !» gronda Nicolas qui s'approchait mal à l'aise. « On ne demande pas ce genre de choses. »« Pourquoi ?» demanda innocemment le garçon. « Tu as dit à maman que maintenant grand-mère pourrait nous aider pour plein de trucs. » Un silence gêné s'installa. Janine regarda son fils, dont le visage s'était empourpré. « Les enfants, » dit-elle doucement. « J'ai une voiture qui nous attend pour aller au parc. Il y a des glaces à l'intérieur. Pourquoi n'iriez-vous pas voir ?» Les 2 enfants se précipitèrent vers la berline noire, où le chauffeur leur ouvrit la porte avec un sourire. « Maman, je suis désolé, » commença Nicolas dès qu'ils furent hors de portée d'oreille. « Je n'ai jamais dit ça comme ça. »« Peu importe, » coupa Janine. « Aujourd'hui est un jour pour les enfants. Nous parlerons d'argent une autre fois. » Nicolas hocha la tête, reconnaissant. « Tu as l'air bien, » dit-il en la regardant plus attentivement. C'était vrai. Janine avait acheté de nouveaux vêtements, non pas extravagants, mais de belle qualité. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, ses ongles manucurés. De petits changements qui reflétaient une transformation plus profonde. « Je vais bien », confirma-t-elle. « Vraiment bien. » La journée fut merveilleuse. Au parc, ils louèrent une barque et ramèrent sur le lac, nourrissant les canards et riant sous le soleil printanier. Au musée, Alexis et Léa s'émerveillèrent devant les installations interactives, posant 1000 questions que Janine s'efforçait de répondre avec patience. À un moment, alors que les enfants étaient occupés avec un jeu scientifique, Nicolas se tourna vers sa mère. « Je suis vraiment désolé, maman, pour la maison de retraite, pour tout. » Janine le regarda. Son fils, son petit garçon devenu homme, avec ses propres erreurs, ses propres luttes. « Je sais, » répondit-elle simplement. « Meubonnet a examiné les comptes de l'entreprise, » continua-t-il, hésitant. « Elle dit que c'est récupérable, mais qu'il faudra du travail et de l'aide. » « Elle m'en a parlé, » acquiesça Janine. « Un prêt avec des conditions strictes, un conseiller financier qui supervisera tout. » Nicolas baissa les yeux. « C'est humiliant. »« C'est nécessaire, » corrigea-t-elle, doucement. « Ce n'est pas une punition, Nicolas. C'est une leçon. » Il resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Tu as raison, comme toujours. »« Pas toujours, » sourit Janine. « J'ai fait mes propres erreurs. Te laisser prendre toutes les décisions. Ne jamais dire non. Sacrifier ma vie pour la tienne au point de devenir invisible. Ce n'était pas sain, ni pour toi, ni pour moi. » Nicolas la regarda, surpris par cette introspection. « Grand-mère, » appela Léa, « viens voir ce que j'ai fait. » Janine sourit à son fils avant de rejoindre sa petite fille. Le passé était le passé. Aujourd'hui était un nouveau jour. Le soir, quand elle les déposa devant chez eux, Nicolas hésita avant de fermer la portière. « Maman, Julie arrive. Lundi, n'est-ce pas ?»« Oui, » confirma Janine. « Son avion atterrit à 10 heures. Je pourrais venir dîner avec vous 2 lundi soir, pour parler tous ensemble, comme une famille. » Janine sentit un mélange d'émotions la traverser. Méfiance, espoir, tendresse. « Lundi soir, 19 heures, » dit-elle finalement, « à mon appartement. » Le visage de Nicolas s'éclaira. « Merci, maman. À lundi, alors. » En rentrant chez elle, Janine se sentait épuisée mais étrangement satisfaite.
La journée avec ses petits-enfants lui avait rappelé pourquoi la famille, malgré ses imperfections, restait précieuse. Son téléphone vibra. Un message de Raymond. Restaurant Les Trois Dômes, 20 h demain. Tenue élégante, mais pas trop. Formelle. J'ai hâte. Elle sourit, tapant une réponse. J'y serai. Moi aussi j'ai hâte. Puis un autre message arriva, de Julie cette fois. Dans l'avion, escale à Dubaï. Nerveuse mais impatiente de te voir. Tu me manques, maman. Janine sentit ses yeux s'humidifier, ces mots simples qu'elle n'avait pas entendus depuis si longtemps. Allongée dans son lit ce soir-là, elle regarda par la fenêtre les lumières de Lyon scintiller comme des étoiles terrestres. Sa vie, qui semblait terminée il y a quelques semaines, regorgeait maintenant de possibilités, de nouvelles connexions, de secondes chances. Elle s'endormit en pensant non pas à l'argent ou à la fondation, mais à un simple banc au bord de la Saône et à l'homme qui l'y attendrait demain. Le dimanche soir, Janine se préparait pour son dîner avec Raymond. Elle avait passé l'après-midi à visiter un appartement dans le 6e arrondissement avec une vue imprenable sur le parc de la Tête d'Or, spacieux, lumineux, avec 3 chambres et une terrasse fleurie. Elle l'avait acheté sur le champ, signant un chèque d'acompte qui aurait représenté toutes ses économies quelques semaines plus tôt. Maintenant, debout devant son armoire, elle hésitait sur sa tenue. Élégante, mais pas trop formelle, avait dit Raymond. Elle opta finalement pour une robe noire simple mais chic, avec un collier de perles que Pierre lui avait offert pour leur 30e anniversaire. Elle se maquilla légèrement, juste assez pour illuminer son teint et souligner ses yeux. À 19h45, la voiture l'attendait. Le restaurant Les Trois Dômes se trouvait au dernier étage de l'hôtel Sofitel, offrant une vue panoramique sur Lyon, illuminée. En sortant de l'ascenseur, Janine sentit une nervosité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Un premier rendez-vous à son âge? C'était à la fois ridicule et merveilleusement rafraîchissant. Raymond l'attendait à l'entrée du restaurant, élégant dans un costume bleu marine. Ses yeux s'éclairèrent en la voyant. « Janine, dit-il en s'avançant, vous êtes magnifique. » Elle sentit ses joues s'empourprer comme une adolescente. « Merci, vous êtes très élégant vous-même. » Il lui offrit son bras, et ensemble, ils suivirent le maître d'hôtel jusqu'à une table près de la fenêtre, avec une vue spectaculaire sur la ville et la basilique de Fourvière illuminée. « J'ai pensé que vous aimeriez la vue, » dit Raymond, en l'aidant à s'asseoir. « C'est magnifique, » murmura Janine impressionnée. « Je n'étais jamais venue ici. »« Moi non plus, » admit-il. « C'est une première pour nous deux. » Le dîner fut délicieux, et la conversation encore plus. Ils parlèrent, de livres bien sûr, mais aussi de leur enfance, de leur mariage, de leurs joies et de leurs peines. Raymond évoqua sa fille unique, médecin à Grenoble, et ses 2 petits-fils qu'il voyait un week-end sur 2. « Elle a divorcé il y a 2 ans, » expliqua-t-il. « Depuis, nous nous sommes rapprochés. Parfois, les ruptures créent de nouveaux liens. » Janine acquiesça, pensant à sa propre situation avec Julie et Nicolas. « J'espère que ce sera le cas pour ma famille aussi. »« Votre fille arrive demain, n'est-ce pas ?»« Oui, d'Australie. Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. » Raymond saisit doucement sa main sur la table. « Vous êtes nerveuse. » Ce n'était pas une question, mais une constatation pleine d'empathie. « Oui, » admit Janine. « Les relations mère-fille peuvent être compliquées. Comme toutes les relations importantes, dit-il sagement. Mais votre fille fait l'effort de venir de l'autre bout du monde. C'est déjà un signe positif, non ?» Janine sourit, réconfortée par sa perspective. « Vous avez raison. Et vous, quand revoyez-vous vos petits-fils ?»« Ce week-end prochain, » répondit-il, ses yeux s'illuminant à cette pensée. « Nous avons prévu d'aller au planétarium. Louis, l'aîné, est fasciné par l'astronomie. Il veut devenir astronaute. »« C'est un beau rêve, » sourit Janine. « Les rêves des enfants sont si purs, » approuva Raymond. « Ils nous rappellent que tout est possible. » Le dessert arriva, une création artistique au chocolat et aux fruits rouges. Raymond leva son verre de vin. « Un de nouveaux départs, » proposa-t-il. « Un tout âge. »« Un de nouveaux départs, » répéta Janine en faisant teinter son verre contre le sien. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment une certitude s'installa en elle. La vie réservait toujours des surprises, même quand on pensait que l'histoire était terminée. Plus tard, quand Raymond la raccompagna jusqu'à sa voiture, il s'arrêta un instant sous le ciel étoilé. « Janine, dit-il doucement, puis-je vous revoir ?»
Elle sourit touchée par cette formalité presque désuète. « Je vous vois demain sur notre banc, non ?» Je voulais dire, dans un contexte différent, peut-être un concert, l'Orchestre national de Lyon donne Debussy la semaine prochaine. « J'adorerais, » répondit-elle sans hésitation. Il se pencha alors et l'embrassa légèrement sur la joue. Un geste simple, respectueux, mais qui porta en Janine une vague de chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Bonne nuit, Janine, » murmura-t-il. « Bonne nuit, Raymond. » Dans la voiture qui la ramenait chez elle, Janine toucha sa joue, là où les lèvres de Raymond s'étaient apposées. Elle se sentait vivante, vibrante, comme si des possibilités s'ouvraient devant elle, brillantes et inattendues. Demain, Julie arriverait. Puis Nicolas viendrait dîner. La fondation prendrait forme. L'appartement serait préparé. La vie qui semblait terminée dans le silence étouffant de la maison de retraite débordait maintenant de promesses et de défis. Une phrase du livre de Raymond lui revint. « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être. » Pour la première fois depuis longtemps, Janine croyait vraiment que c'était vrai. Le lundi matin, Janine attendait anxieusement à l'aéroport Saint-Exupéry. L'avion de Julie avait atterri et les passagers commençaient à apparaître dans la zone des arrivées. Janine scrutait chaque visage, cherchant celui de sa fille qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. Et soudain, elle était là. Julie, 37 ans. Ses cheveux blonds coupés courts, plus minces que dans les souvenirs de Janine. L'air épuisé mais souriante. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis Julie courut vers elle, laissant sa valise derrière elle et se jeta dans les bras de sa mère. « Maman !» sanglota-t-elle contre son épaule. Janine la serra fort, inhalant l'odeur de sa fille, sentant ses larmes mouiller son chemisier. « Mon bébé !» murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Elles restèrent ainsi un long moment, ignorant les regards curieux des autres voyageurs. Quand elles se séparèrent enfin, Julie essuya ses larmes avec un rire embarrassé. « Regarde-moi, je suis un désastre. 30 heures de vol et je pleure comme une gamine. »« Tu es magnifique, » dit sincèrement Janine, tenant le visage de sa fille entre ses mains. « Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, maman, plus que tu ne peux l'imaginer. » Dans la voiture qui les ramenait vers Lyon, elles parlèrent sans s'arrêter, rattrapant des années de distance. Julie parla de son travail d'architecte à Melbourne, de ses amis, de sa vie là-bas. « Et il y a quelqu'un de spécial ?» demanda finalement Janine. Julie regarda par la fenêtre un moment avant de répondre. « Il y a eu quelqu'un, pendant presque 4 ans, mais ça s'est terminé l'an dernier. »« Je suis désolée, » dit doucement Janine. « Ne le sois pas. C'était nécessaire. Marc était un homme bien, mais nous voulions des choses différentes. Il était prêt à s'installer, à fonder une famille. Moi, je n'étais pas sûr. Il y avait quelque chose dans sa voix, une hésitation, qui fit comprendre à Janine que l'histoire était plus complexe. « Tu as encore le temps, tu sais, » dit-elle gentiment. Julie sourit tristement. « Le temps, oui. La certitude, c'est autre histoire. » Puis, changeant délibérément de sujet, « Et toi, maman, comment vas-tu vraiment? Toute cette histoire de loterie, c'est tellement incroyable. » Janine lui raconta tout, les mois à la résidence, les magnolias, le tirage, le départ, la fondation, et même, après une légère hésitation, Raymond. Julie écouta attentivement, son expression passant de la consternation, en apprenant les détails de son placement en maison de retraite, à la joie, pour la fondation et Raymond. « Attends, » dit-elle, quand Janine mentionna son dîner de la CIA. « Veille, tu as eu un rendez-vous galant, toi ?»« Est-ce si surprenant ?» demanda Janine, amusée par la réaction de sa fille. « Honnêtement ? Oui. » Julie rit. « Tu as toujours dit que papa était l'amour de ta vie, que jamais personne ne pourrait le remplacer. »« Et c'est vrai, » affirma Janine doucement. « Pierre était unique. Personne ne le remplacera jamais. Alors ce Raymond n'est pas un remplacement, » expliqua Janine. « C'est une nouvelle page, une connexion différente. Pierre restera toujours dans mon cœur. Mais mon cœur est assez grand pour accueillir de nouvelles affections. » Julie la regarda avec un mélange de surprise et de respect. « Tu as changé, maman. »« La vie m'a changé, » corrigea Janine. « Pas l'argent, mais l'expérience. Être ignoré, puis soudain vu. Être abandonné, puis soudain courtisé. Ça donne une perspective. »
À l'appartement, Julie s'installa dans la chambre d'amis que Janine avait préparée pour elle. Puis elles déjeunèrent sur la terrasse, savourant le soleil printanier et la vue sur la ville. « Quand Nicolas vient dîner ce soir », annonça Janine en servant du vin. Julie se raidit visiblement. « Je ne suis pas sûre d'être prête à le voir. » Les relations entre le frère et la sœur avaient toujours été compliquées, mais s'étaient détériorées après le départ de Julie pour l'Australie. Nicolas avait désapprouvé sa décision, l'accusant d'abandonner leur mère et ses responsabilités familiales. « Je comprends, » dit Janine, « mais peut-être que c'est l'occasion de commencer à reconstruire. Vous êtes adultes maintenant. »« Et vous êtes toujours frères et sœurs ?» Julie soupira. « D'accord, pour toi je ferai un effort. » Elles passèrent l'après-midi à flâner dans Lyon, Janine montrant à sa fille les changements survenus dans la ville pendant son absence. Julie, avec son œil d'architecte, s'émerveillait des nouveaux bâtiments, des rénovations urbaines, de l'évolution de sa ville natale. « C'est étrange, » dit-elle alors qu'elle se promenait sur les berges du Rhône. « Je me sens à la fois étrangère et chez moi ici. »« C'est normal, » répondit Janine. « Tu as construit une nouvelle vie ailleurs, mais Lyon fait partie de tes racines. »« Tu n'as jamais pensé à venir me voir en Australie ?» demanda soudain Julie. « Avant tout ça ?» Janine s'arrêta, regardant sa fille avec surprise. « Bien sûr que j'y ai pensé. J'économisais pour ça quand l'entreprise de Nicolas a eu des problèmes la première fois. Puis il y a eu la maladie de Pierre, les frais médicaux. Ensuite, quand j'ai finalement pu recommencer à économiser, Nicolas a eu besoin d'aide à nouveau. Et tu as toujours choisi de l'aider lui plutôt ? Que de venir me voir, conclut Julie, une ancienne amertume perceptible dans sa voix. Julie, dit Janine doucement, ce n'était pas un choix contre toi. C'était un choix en faveur de quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide. Tu étais stable, indépendante. Nicolas risquait de tout perdre. Je sais, soupira Julie. C'est juste que ça, parfois j'avais l'impression que parce que je me débrouillais bien, je ne méritais pas autant d'attention que lui, qui échouait constamment. Une crochet narratif inattendu se profile. La soirée familiale prévue pourrait bien révéler des tensions et des secrets enterrés depuis longtemps. Janine pourra-t-elle réconcilier ses enfants malgré le fossé qui s'est creusé entre eux et que cache réellement Julie sous son apparente réussite professionnelle? Janine prit les mains de sa fille dans les siennes. « Je suis désolée si je t'ai fait sentir ainsi. Ce n'était jamais mon intention. Je suis immensément fière de toi, de ta force, de ton indépendance. Peut-être que j'aurais dû te le dire plus souvent. » Les yeux de Julie s'embuèrent. « Merci. »« Maman !» Elles continuèrent leur promenade, parlant plus légèrement, mais Janine sentait que quelque chose d'important venait de se passer. Une vieille blessure commençait peut-être à guérir. Le soir venu, Nicolas arriva à l'appartement avec une bouteille de champagne et un bouquet de fleurs. Son visage se figea un instant quand il vit Julie, puis il s'approcha maladroitement pour l'embrasser. « Salut, petit frère » dit Julie avec une légèreté forcée. « Salut, Jus » répondit-il, utilisant le surnom d'enfance de sa sœur. « Tu as l'air en forme. »« Toi aussi » mentit-elle poliment. La tension était palpable, mais Janine s'efforça de la dissiper en servant des apéritifs et en orientant la conversation vers des souvenirs d'enfance neutres et joyeux. Peu à peu, l'atmosphère se détendit légèrement. Pendant le dîner, préparé par un traiteur sur recommandation de M. Bonnet, Nicolas parla de ses enfants, montrant des photos récentes sur son téléphone. Julie s'attendrit visiblement devant les images de ses neveux et nièces qu'elle connaissait à peine. « Ils sont beaux, » dit-elle sincèrement. « J'aimerais mieux les connaître. »« Tu pourrais venir plus souvent, » suggéra Nicolas, une pointe de reproche dans la voix. « Ou tu pourrais leur faire découvrir l'Australie, » répliqua Julie. « Les billets d'avion fonctionnent dans les deux sens, tu sais ?» Janine intervint rapidement. « En fait, j'ai pensé que nous pourrions peut-être tous faire aller un voyage familial, disons, à Noël. » Ces deux enfants la regardèrent avec surprise. « Tous ?» demanda Nicolas. « Toi, Sophie, les enfants, Julie et moi, » confirma Janine. « Je vais acheter un nouvel appartement ici, mais rien ne m'empêche de voyager. Ce serait bien de passer du temps tous ensemble, de créer de nouveaux souvenirs. » Julie sourit, visiblement émue par l'idée. « J'adorerais ça, maman. » Nicolas semblait plus hésitant. « Je ne sais pas si Sophie pourrait prendre congé et l'école des enfants. »« Réfléchis-y, » suggéra Janine. « C'est dans plusieurs mois, et ce serait important pour moi. » Le dessert fut servi et la conversation dériva vers la fondation.
Nicolas semblait genuinement intéressé, posant des questions pertinentes sur sa structure, ses objectifs. « Tu sais, dit-il après un moment, je pourrais peut-être aider. Mon entreprise a de l'expérience en rénovation de bâtiments. Pour le premier projet pilote, je pourrais offrir une expertise, des contacts. » Janine et Julie échangèrent un regard surpris. « Ce serait intéressant, » dit prudemment Janine. « Pas pour l'argent, » précisa rapidement Nicolas, comprenant leur réaction. « Je veux juste contribuer, faire quelque chose de bien, de différent. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui toucha Janine. Peut-être que le choc de ces dernières semaines avait effectivement provoqué une réflexion chez son fils. « Nous pourrions en discuter avec Meubonnet, » concéda-t-elle. Julie observait son frère avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Une crise de conscience soudaine ?» Nicolas soupira. « Disons que j'ai eu quelques révélations récemment. Perdre maman, puis la retrouver dans ces circonstances. Ça m'a fait réfléchir sur mes priorités, sur le genre de personne que je veux être, surtout aux yeux de mes enfants. » Un silence s'installa, chacun absorbé dans ses propres pensées. Puis, Julie se leva soudainement. « J'ai quelque chose à vous dire, » annonça-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « C'est en partie pourquoi je suis venue. » Janine et Nicolas la regardèrent avec surprise. Julie prit une grande inspiration. « Je suis malade. Cancer du sein diagnostiqué il y a 6 mois. Le choc frappa Janine comme un coup physique. « Quoi? » « Le pronostic est bon, » continua rapidement Julie. « J'ai déjà subi une intervention chirurgicale et j'ai presque terminé la chimiothérapie. Les médecins sont optimistes. »« Et tu ne nous as rien dit ?» s'exclama Nicolas, incrédule. « Je ne voulais pas vous inquiéter, » se défendit Julie. « Surtout toi, maman. Tu avais déjà tant de soucis. »« Oh, ma chérie, » murmura Janine, se levant pour prendre sa fille dans ses bras. « Tu n'aurais pas dû affronter ça toute seule. »« Je n'étais pas seule, » dit doucement Julie. « J'ai des amis merveilleux à Melbourne. Mais maintenant, j'envisage de revenir en France, au moins pour un temps, pour me rapprocher de ma famille. » Nicolas s'était levé aussi, visiblement ébranlé. « Tu peux venir chez nous. Nous avons une chambre d'amis. Les enfants seraient ravis. » Julie le regarda avec surprise, touchée par cette offre inattendue. « Merci, Nico. Vraiment. Mais je pensais plutôt louer un appartement, retrouver mon indépendance. Tu pourrais vivre avec moi, » suggéra Janine. « Mon nouvel appartement aura plusieurs chambres. Tu aurais ton espace, mais nous serions ensemble. » Julie sourit à travers ses larmes. « J'aimerais ça, maman, au moins pour commencer. » Les trois se retrouvèrent enlacés, une famille fracturée commençant lentement à se reconstruire, non pas malgré les épreuves, mais peut-être grâce à elle. Plus tard cette nuit-là, après le départ de Nicolas, Janine resta assise près de Julie sur le canapé, tenant sa main absorbant encore la nouvelle. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé dès le diagnostic ?» demanda-t-elle doucement. Julie soupira. « La vérité ? J'avais peur. Pas seulement de la maladie, mais de l'échec. Toute ma vie, j'ai été celle qui réussissait tout. Partir à l'étranger, construire une carrière, c'était mon identité. Et soudain, j'étais vulnérable, faible. J'avais besoin d'aide. C'était difficile à accepter. » Janine comprenait mieux maintenant. Sa fille, forte et indépendante, avait toujours défini sa valeur par sa réussite, par sa capacité à se débrouiller seule. Elle se reconnaissait en elle. « Tu sais, » dit-elle doucement, « j'ai appris récemment que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Parfois, c'est le geste le plus courageux qu'on puisse faire. » Julie hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je commence à le comprendre. Nous traverserons cela ensemble, » promit Janine, jour après jour. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Janine pensa à l'ironie de la situation. Toute sa vie, elle avait cru que l'argent résoudrait tous les problèmes. Maintenant qu'elle en avait plus qu'elle ne pourrait jamais en dépenser, elle réalisait que les vrais défis de la vie, la maladie, les relations brisées, les regrets, ne pouvaient être résolus par la richesse seule. Mais l'argent offrait du temps, des options, du confort. Et peut-être était-ce là son véritable cadeau. Non pas de résoudre tous les problèmes, mais de créer l'espace nécessaire pour les affronter avec dignité et soutien. Elle s'endormit en pensant à Julie, à Nicolas, à Raymond, à la fondation,
à tous ses fils qui commençaient à tisser un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qu'elle n'aurait jamais imaginé possible lorsqu'elle était assise, seule et oubliée, dans cette chambre silencieuse de la résidence Les Magnolias. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Julie s'installa temporairement chez Janine, pendant que cette dernière finalisait l'achat de son nouvel appartement. Ensemble, elles choisirent les meubles, les couleurs, imaginant l'espace qu'elles partageraient bientôt. La fondation prit forme rapidement, grâce à l'efficacité de Meubonnet. Le bâtiment pour le projet pilote, une ancienne école dans un quartier calme de Lyon, était en cours de rénovation. Nicolas, fidèle à sa parole, offrit son expertise et ses contacts dans le secteur du bâtiment, travaillant en étroite collaboration avec les architectes pour transformer l'espace en un lieu de vie communautaire innovant pour personnes âgées. Janine et Raymond se voyaient régulièrement. Leur relation évoluait lentement, prudemment, mais avec une tendresse évidente. Ils assistèrent aux concerts de Debussy, visitèrent des expositions, prirent l'habitude de dîner ensemble 2 fois par semaine. Et chaque après-midi, quand le temps le permettait, ils se retrouvaient sur leur banc au bord de la Saône, parlant de tout et de rien, partageant des livres et des réflexions. Julie rencontra Raymond et l'approuva immédiatement. « Il te regarde comme si tu étais un trésor », dit-elle à sa mère après leur première rencontre. Les traitements de Julie se poursuivaient à Lyon, où elle avait été transférée dans un excellent centre oncologique. Janine l'accompagnait à chaque rendez-vous, tenant sa main pendant les séances de chimiothérapie, célébrant chaque petit progrès. Un soir, alors qu'elle dînait sur la terrasse de leur nouvel appartement, Julie posa une question inattendue. « Maman, as-tu déjà regretté ta vie avec papa? Je veux dire, vous vous êtes mariée si jeune, tu n'as jamais voulu plus que d'être une épouse et une mère ?» Janine réfléchit un moment, regardant le parc de la Tête d'Or qui s'étendait devant elle, magnifique dans la lumière dorée du soir. « J'ai eu des moments de doute, bien sûr, » répondit-elle honnêtement. « Des moments où je me demandais ce qui serait arrivé si j'avais poursuivi mes études, si j'avais eu une carrière au lieu d'élever des enfants. Mais regretter? Non. J'ai aimé votre père profondément. J'ai aimé être votre mère. Ces choix m'ont défini, m'ont façonné. » Julie hocha la tête, pensive. « Je me suis toujours demandé si ma réticence à m'engager, à fonder une famille, venait d'une peur de me perdre, comme je pensais que tu t'étais perdu. »« Me suis-je perdu ?» s'interrogea Janine. « Ou ai-je simplement suivi un chemin différent? Nous faisons tous des choix, Julie. L'important n'est pas qu'ils correspondent aux attentes des autres, mais qu'ils soient authentiques pour nous-mêmes. »« Et maintenant, » demanda sa fille, « tes choix actuels sont-ils authentiques pour toi ?» Janine sourit, pensant à la fondation, à Raymond, à sa nouvelle relation avec ses enfants. Plus que jamais. Avez-vous déjà eu une conversation honnête avec un parent qui a changé votre perception de leur choix de vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Un mois plus tard, la Fondation Pierre Moreau pour la dignité des aînés inaugurait officiellement son premier projet. L'ancienne école avait été transformée en une résidence communautaire innovante, où des personnes âgées autonomes vivaient dans des appartements individuels tout en partageant des espaces communs et des activités. Janine avait personnellement invité plusieurs résidents de la maison Les Magnolias à rejoindre ce nouveau lieu, notamment Madame Lambert, qui avait accepté avec enthousiasme non seulement de déménager, mais aussi de siéger au conseil d'administration de la Fondation. Le jour de l'inauguration, les médias étaient présents en nombre. L'histoire de Janine avait captivé la France entière. Cette femme abandonnée par son fils dans une maison de retraite qui gagnait à la loterie et utilisait sa fortune pour transformer la vie des personnes âgées. Vêtue d'un tailleur rouge vif, une couleur qu'elle n'aurait jamais osé porter quelques mois plus tôt, Janine coupa le ruban symbolique sous les applaudissements. À ses côtés se tenaient Julie, Nicolas et ses enfants, Raymond, Meubonnet et les nouveaux résidents, dont beaucoup pleurèrent d'émotion. « Ce n'est que le début », déclara Janine aux journalistes. « Notre fondation prévoit d'ouvrir 5 autres résidences similaires dans toute la France au cours des prochaines années. Nous voulons changer la façon dont notre société traite et perçoit ses aînés. » Plus tard, lors de la réception, alors que Janine discutait avec des invités, elle aperçut la directrice de la résidence Les Magnolias qui s'approchait d'elle, un sourire forcé aux lèvres. « Madame Moreau, » dit-elle avec une familiarité feinte, « quelle merveilleuse initiative.
Nous serions ravis de collaborer avec votre fondation, de partager notre expertise. » Janine la regarda calmement, se souvenant de cette même femme qui l'ignorait poliment quand elle n'était qu'une résidente ordinaire. « Merci pour votre intérêt, » répondit-elle avec une politesse glaciale. « Malheureusement, notre fondation a pour politique de ne pas travailler avec des établissements qui ne respectent pas la dignité de leurs résidents. Mais nous sommes toujours ouverts à offrir des formations à votre personnel, si vous souhaitez améliorer vos pratiques. » La directrice pâlit visiblement, balbutia quelques mots et s'éloigna rapidement. Raymond, qui avait observé l'échange, s'approcha de Janine avec un sourire admiratif. « Rappelle-moi de ne jamais te contrarier, » plaisanta-t-il. Janine rit. « Je n'aurais jamais parlé ainsi il y a quelques mois. J'aurais eu peur d'être impoli, de créer des tensions. Et maintenant, je comprends qu'il y a une différence entre être gentil et être juste. Parfois, la justice exige de la fermeté. » Elle regarda autour d'elle, vers les nouveaux résidents qui explorèrent leur nouvel espace avec émerveillement. Ces personnes méritent des défenseurs, pas des paillassons. Raymond prit sa main et la serra doucement. « Tu es extraordinaire, Janine Moreau. »« Non, » corrigea-t-elle. « Je suis simplement enfin moi-même. » Ce soir-là, alors que la fête se terminait, Janine se retrouva sur la terrasse du bâtiment, admirant le coucher de soleil sur Lyon. Julie vint la rejoindre, un verre de jus de fruits à la main. « Ça s'est bien passé, » dit-elle en s'appuyant contre la balustrade à côté de sa mère. « Au-delà de mes espérances, » acquiesça Janine. Julie avait l'air mieux ces derniers temps. Ses cheveux commençaient à repousser après la fin de sa chimiothérapie, formant un duvet doux et clair autour de son visage. Les médecins étaient optimistes, parlant de rémission probable. « Tu sais, » dit Julie après un moment, « je pense que je vais rester en France définitivement. » Janine la regarda avec surprise. « Vraiment? Et ton travail à Melbourne? » « J'ai parlé à mon cabinet. Ils sont prêts à m'aider à trouver un poste dans leur bureau partenaire à Paris. Et, sinon, je pourrais toujours ouvrir mon propre cabinet ici. » Elle hésita. « En fait, j'ai une autre idée aussi. »« Laquelle ? » ?»« Je pourrais travailler pour la fondation, concevoir les futurs bâtiments, créer des espaces qui répondent vraiment aux besoins des personnes âgées, qui favorisent l'autonomie tout en créant du lien social. » Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Ce serait un défi passionnant et significatif. Janine sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. « Ce serait merveilleux, ma chérie. Tu serais parfaite pour ce rôle. » Elles regardèrent ensemble, le ciel qui s'assombrissait, les premières étoiles apparaissant au-dessus de la ville. « Tu sais quoi, maman ?» dit doucement Julie. « Je pense que ton gain à la loterie a été une bénédiction pour nous tous. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'il a créé une rupture, une chance de redéfinir nos relations, nos priorités. » Janine hocha la tête, pensant à Nicolas qui s'investissait maintenant dans la fondation avec un enthousiasme sincère, à Julie qui revenait en France, plus proche que jamais, à Raymond qui apportait dans sa vie une tendresse inattendue. « Les épreuves nous révèlent, » murmura-t-elle. « Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Nicolas les rejoignit sur la terrasse, Alexis perché sur ses épaules. « Qu'est-ce que vous complotez toutes les deux ?»« On refait le monde, » répondit Julie avec un sourire. « Grand-mère, » demanda Alexis, « est-ce qu'on peut dormir chez toi ce week-end? Papa dit que tu as une grande télé et une console de jeux. » Janine rit. Elle avait effectivement acheté ces équipements spécifiquement pour ses petits-enfants. « Bien sûr, Trésor, vous êtes toujours les bienvenus. » La famille restait encore quelques instants sur la terrasse, savourant ce moment de communion simple mais précieux, tandis que la nuit enveloppait doucement la ville. Pour Janine, c'était comme si un cycle se complétait, de l'isolement à la connexion, de l'abandon à l'appartenance, de l'invisibilité à une présence pleinement reconnue et valorisée. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Janine et Raymond marchèrent lentement le long de la Saône, retournant à leur banc favori. La nuit était douce, l'eau scintillait sous la lumière des réverbères. « Une journée mémorable », commenta Raymond en s'asseyant. « Une des plus belles de ma vie », confirma Janine. Le lendemain, Lyon se réveilla sous un ciel clair, comme si la ville tout entière célébrait le renouveau de Janine. Après avoir déposé Julie au centre de rééducation, pour son ultime séance de chimiothérapie, Janine retrouva Raymond sur leur banc habituel, paisiblement installé avec son journal. Dès qu'elle s'approcha, il lui offrit un sourire complice et lui tendit un petit écrin.
À l'intérieur, 2 billets pour un voyage en montgolfière au-dessus des vignobles de Bourgogne. Pour fêter ta victoire sur la vie et ce nouveau départ, expliqua-t-il. Jeannine sentit son cœur se serrer d'émotion. Elle pensa d'abord à Pierre, à tous ces moments qu'ils avaient rêvé de partager, puis elle songea à cette vie qu'elle savourait maintenant pleinement. Elle glissa ses doigts dans les siens. « C'est magnifique, merci », murmura-t-elle, la voix emplie de gratitude. Ils enchaînèrent en évoquant les détails du vol. L'heure du lever de soleil à Beaune, le petit déjeuner champêtre prévu après l'atterrissage et l'itinéraire pittoresque qui passerait par les coteaux dorés. Pour la première fois, Jeannine se sentit prête à lâcher prise, à se laisser porter par le vent et les surprises. Plus tard dans la matinée, elle se rendit dans l'ancien bâtiment scolaire qui accueillait désormais les premiers pensionnaires de la Fondation, Pierre Moreau. Les ouvriers achevèrent les touches finales. Plantation de rosiers aux fenêtres, galeries d'art éphémères où des résidents exposaient leurs peintures, et une salle de vie commune équipée d'un piano droit et d'un coin bibliothèque. Chaleureux. Madame Lambert, installée dans son nouveau studio avec une vue sur la cour intérieure, l'attendait. « Je vous ai gardé une place pour le déjeuner », annonça-t-elle, un brin espiègle. « Votre cuisine fera-t-elle la réputation de la résidence ?» Jeannine rit, heureuse de retrouver ce regard vif qui avait illuminé les jours sombres des anciens patients. Elles partagèrent un plateau de salade composée, fabriqué par le chef engagé pour initier des ateliers culinaires. Pendant qu'elles dégustaient, plusieurs résidents passèrent les saluts, offrant à Jeannine un contraste saisissant avec le silence froid de la maison de retraite où elle avait séjourné. « Vous transformez les vies, ma chère », dit Madame Lambert en posant sa main sur celle de Jeannine. « Vous nous redonnez l'envie de nous lever le matin. » Plus tard dans l'après-midi, Jeannine retrouva Nicolas, venu comme chaque semaine vérifier l'avancement des travaux en tant que conseiller bénévole. Ils déjeunèrent côte à côte, échangeant sur les aspects techniques et sur l'impact humain de leur projet. À mesure que le soleil déclinait, Nicolas se fit plus intime. « Tu sais, maman, je commence à comprendre que je t'ai vraiment blessée. J'ai manqué ta présence. Je n'ai pas mesuré le coût de mes choix. » Jeannine posa une main chaleureuse sur son épaule. « Tu fais des efforts, et c'est tout ce qui compte. Nous construisons quelque chose de beau ensemble. » Dans la soirée, elle rejoignit Julie chez elle pour une conversation à cœur ouvert. Assises face à face dans le salon lumineux, entourées de croquis d'architecture et de plantes vertes, mère et fille partagèrent leurs craintes et leurs espoirs. « Merci de m'avoir tendu la main », confia Julie, les larmes aux yeux. « Je me sens enfin chez moi ici, et je veux rendre l'appareil. Je vais m'investir dans la fondation. Ça a aidé à concevoir des espaces qui seront peut-être copiés partout en France. » Jeannine la serra dans ses bras. « Ta présence est le plus beau des cadeaux. » Le week-end suivant, toute la famille se retrouva pour un pique-nique champêtre dans un domaine viticole appartenant à une amie de Jeannine. Alexis et Léa couraient dans l'herbe, tandis que Nicolas, Sophie et leurs enfants partageaient un moment de tendresse qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. Julie, souriante, servait des verres de jus de raisin fière de ses racines bourguignonnes. Au moment où le soleil commençait à décliner, Jeannine s'éloigna pour téléphoner à Meubonnet afin de finaliser les derniers détails de l'inauguration officielle du nouveau centre pilote, prévu dans 1 mois. Elle raccrocha, satisfaite, tous les intervenants. Administration municipale, associations locales, médias, étaient convoqués. L'organisation avait été fidèle à l'esprit de la Fondation, efficace, transparente, humaine. En retournant vers la nappe à carreaux rouges, où la table improvisée regorgeait de mets faits maison, Jeannine sentit une main se faire plus douce dans la sienne. C'était Raymond. « Profitez bien de ce jour », lui murmura-t-il. « Les jours heureux n'arrivent pas qu'aux jeunes. » Elle lui offrit un sourire plein de reconnaissance, consciente que derrière chaque réussite, il y avait des regards bienveillants qui soutenaient son élan. Quelques semaines plus tard, le jour de l'inauguration arriva enfin. Le ciel était d'un bleu éclatant, la brise légère, et la cour de la résidence s'était transformée en un jardin festif. Les anciens résidents accueillaient les invités, tandis qu'un chœur de voix d'aînés reprenait en chœur La vie en rose, sous un dais de verdure. Jeannine, vêtue d'un tailleur ivoire, prit la parole devant l'Assemblée. Bénéficiaires potentiels, élus locaux, journalistes, partenaires et familles. Elle reprit ces mots avec une émotion maîtrisée, dignité, écoute, autonomie. Puis elle présenta les membres du conseil d'administration.
Madame Lambert, le docteur Faure me bonnait, et à la surprise générale, une représentante des familles de résidents. Les applaudissements fusèrent, embrouillant ses pensées d'un sentiment de fierté mêlé de gratitude. Lorsque le ruban rouge tomba, un tonnerre de confettis multicolores explosa doucement. Les applaudissements se firent plus longs encore. Après la cérémonie, des ateliers furent proposés. Séance de lecture animée par Julie, cours de musique avec un violoniste invité, dégustation de vin pour les petits-enfants, conférence sur le vieillissement actif par le docteur Faure. Partout, on sentait la joie, la curiosité et l'intérêt sincère des participants. Certains étaient visiblement émus, retrouvant un souffle de vie oublié. À la fin de l'après-midi, alors que le soleil amorçait sa descente, Janine et Raymond se retrouvèrent sur le banc qui, depuis des mois, symbolisait leur complicité naissante. Ils observèrent les silhouettes des invités s'éloigner, les rires des enfants encore résonner, et le bâtiment baigné dans la lumière dorée d'un soir de printemps. « Tu as changé des vies aujourd'hui, Janine », dit Raymond, la voix pleine de tendresse. Elle tourna son regard vers lui, les yeux brillants. « Et je n'aurais jamais pu le faire sans ton soutien. » Il glissa son bras autour de ses épaules, et elle posa sa tête contre son épaule, savourant la certitude qu'on peut renaître à tout âge, que l'amour, l'amitié et la solidarité tissent les plus belles résiliences. Ce soir-là, dans leur appartement, la famille s'était retrouvée pour un dernier verre de champagne. Nicolas et Sophie parlèrent déjà des futurs projets de construction pour la fondation. Alexis et Léa dessinaient des plans de maison pour grand-mère, et Julie évoquait les expositions qu'elle souhaitait organiser pour les résidents artistes. Lorsque tout le monde se retira, laissant Janine seule dans le salon, elle resta un long moment à observer la pièce baignée par la lumière douce d'une lampe. Chaque objet, le portrait de Pierre sur la console, le livre de Muriel Barbery, posé sur la table basse, la photo de famille prise à l'inauguration, racontait une histoire de souffrance et de renaissance. Elle s'approcha de la fenêtre donnant sur la ville scintillante et murmura d'une voix qu'elle voulut forte pour couvrir le chuchotement du vent. « Merci pour ce cadeau inattendu qu'est la vie. » Les rideaux tirés, le calme revenu, elle s'allongea dans son lit apaisée, le cœur plein de projets et de promesses. À travers la fenêtre, une dernière étoile scintillait, comme un clin d'œil complice à tous ceux qui osaient croire qu'il n'était jamais trop tard. Pour écrire un nouveau chapitre, et quelque part dans la nuit, Léon semblait lui répondre, chuchotant que chaque matin pouvait être une renaissance, chaque détail un miracle, et que la dignité, l'amour et la solidarité restaient les plus belles fortunes que l'on puisse partager.